Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Public. Voici le sommaire de l'émission. La personnalité Robert Redford a 76 ans. Comment l'acteur-réalisateur militant tente-t-il de renouer avec le succès après plusieurs échecs? La star répond à toutes nos questions. La polémique, l'affaire DSK vue par Abel Ferrara. Pourquoi le cinéaste s'est-il lancé dans ce film que personne ne voulait produire? Nous nous sommes rendus à New York sur les lieux du tournage. Le document Charles Trenet, le fou chantant, aurait fêté ses 100 ans cette année. Qui était réellement cet artiste en avance sur son époque? Le coup de cœur, Keith Haring, mort du sida à 31 ans. Il a révolutionné l'art du graffiti. Retour sur la trajectoire fulgurante du génie de l'art contemporain. L'entretien, Michel Houellebecq. Grand Public a rencontré cette semaine une légende du cinéma américain, Robert Redford. Immense acteur, beaucoup de ses films restent mythiques. Butch Cassidy et le Kid, Gatsby le Magnifique. Mais au-delà de ses rôles de beau blond aux yeux bleus, Robert Redford est une figure de proue du cinéma américain indépendant. Il a créé le fameux festival de Sundance, réalisé des films engagés entre politique et écologie. Le dernier, Sous surveillance, sort la semaine prochaine. Alors après plusieurs échecs, comment l'acteur-réalisateur tente-t-il de renouer avec le succès ? Robert Redford, la conscience politique d'Hollywood, c'est notre personnalité cette semaine. Irène Bénéfice. Qui est Jim Grant? C'est un avocat. C'est un père célibataire responsable? Un citoyen modèle? Monsieur Grant, j'essaie de reconstituer le puzzle. Je n'ai pas de temps à perdre. Il incarne un homme sans histoire, rattrapé 30 ans plus tard par son passé d'activiste violent. Robert Redford se met en scène dans son propre film Sous surveillance, en salle le 8 mai prochain. Une fiction à mi-chemin entre le film d'histoire et le polar sur le Weather Underground, des militants anti-guerre du Vietnam devenus terroristes. J'avais le même âge qu'eux à l'époque. Je venais tout juste de commencer ma carrière, de fonder une famille. Alors je ne pouvais pas militer physiquement, mais spirituellement, j'étais en accord avec eux. À 76 ans, l'acteur mythique de Butch Cassidy et le Kid ou encore Les Hommes du Président se passionne toujours pour l'actualité et l'histoire de son pays, surtout quand elle est secrète. C'est même devenu sa marque de fabrique. Aujourd'hui, eh bien, il est considéré comme le cinéaste militant. Dans la jungle hollywoodienne, où les agents, les producteurs, tout le monde souhaite gagner beaucoup d'argent, c'est un discours qui dénote. Mais aller à contre-courant d'Hollywood n'est pas bon pour les affaires. Depuis L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 1992, Robert Redford accumule les échecs. En 2011, La conspiration sur l'assassinat de Lincoln n'est même pas sortie en salle en France. Il représente encore aujourd'hui la légende de Hollywood. Et puis finalement, il n'est pas payé de retour quand il fait un film sur l'époque de Lincoln, l'assassinat de Lincoln. Comme il le dit lui-même, il n'a pas du tout la promotion qu'a eu Spielberg. Alors est-ce que Robert Redford peut renouer avec le public sans renier ses convictions? Portrait de l'éternel rebelle du cinéma américain. Chaque année, il vient dans son fief de Sundance pour le lancement du festival de cinéma qu'il a créé et qui est devenu l'un des plus en vogue. Jamais je n'aurais prédit que le festival prenne tant d'ampleur. C'est inespéré. J'espérais juste qu'il tienne quelques années. Ce terrain perdu dans l'Utah, Robert Redford l'a peu à peu transformé en poumon du cinéma indépendant américain. Thierry Chaise est l'un des rares journalistes français à connaître le festival depuis les débuts. Dans tous les années 80, il prêche un peu dans le désert. C'est-à-dire qu'il sélectionne des films, mais les réalisateurs sont à peine là. Les distributeurs américains s'en moquent. Personne ne vient à ce festival, qui est vraiment un festival comme si c'était un festival dans un coin perdu de la France. C'est-à-dire que ça n'a rien à... Et puis d'un coup, arrive Sexe, mensonge et vidéo. Et Sexe, mensonge et vidéo, il le voit, il le sélectionne, et à partir de là, c'est là la première sélection. Et ensuite, Sexe, mensonge et vidéo va aller à Cannes et avoir une Palme d'Or. Aujourd'hui, le festival de Sundance est devenu la référence du cinéma indépendant engagé. Celui qui fait la promotion de documentaires comme Gasland de Josh Fox sur les ravages du gaz de schiste. Bref, un cinéma qu'Hollywood ne financerait jamais. Lorsque Sundance se crée dans les années 80, on est totalement dans le règne du film concept à Hollywood. On est dans le règne, il faut un bon film et une bonne chanson en même temps. C'est Top Gun et le flic de Beverly Hills. Il a permis à ces gens-là qui travaillaient vraiment dans l'ombre d'atteindre une vraie lumière.
Avec Sundance, mais aussi avec ses prises de position publiques contre la guerre en Afghanistan ou pour la défense des Indiens, Robert Redford est devenu le poil à gratter d'Hollywood, sa conscience politique. Ce côté militant se retrouve dans toute sa filmographie. Frédéric Strauss l'a rencontré à New York pour un entretien. Dès qu'il a eu le pouvoir de décider de projets, de mettre en avant des choix, il a fait des choix qui sont vraiment des choix de quelqu'un d'engagé. Par exemple, c'est lui, à l'époque, qui avait initié le projet de Les Hommes du Président, ce film qui raconte l'affaire du Watergate. Donc, c'est pas lui qui a réalisé le film, mais il était l'homme derrière tout le projet. Chaque fois qu'il a pu avoir son mot à dire, il l'a utilisé pour parler de la société, pour parler des valeurs de la société. Et parmi ces valeurs, l'écologie, devenue sa grande cause. D'où lui vient cette fibre écolo? De passage à Paris pour la promo de son film Sous surveillance, nous lui avons posé la question. J'ai grandi dans une ville qui a tout sacrifié au développement, Los Angeles. C'était une ville magnifique, l'air y était pur, il n'y avait pas de voies rapides, de gratte-ciel. Et soudainement, après la Seconde Guerre mondiale, tout a changé. La nature, c'est essentiel. On est en train de la gaspiller. On est prêt à tout sacrifier au nom du développement. Quand il fait Au milieu d'une rivière, il raconte aussi son plaisir, son goût pour l'environnement. Le cinéma, pour lui, est une arme. Est une arme pour faire passer pacifiquement ses idées. Pour ça qu'ils sont toujours après nous, Butch. Ils ne vont plus nous lâcher maintenant jusqu'à ce qu'ils nous aient eus. C'est le rôle qui le révèle au grand public, celui de Sundance Kid, dans Butch Cassidy et le Kid, un western sorti en 1969. Un rôle de voyou en duo avec Paul Newman dans lequel Robert Redford crève l'écran. On découvre la nouvelle belle gueule d'Hollywood. C'est quand même quelqu'un dont la photogénie, la cinégénie est incroyable, qui est dans des chefs-d'œuvre du genre, Butch Cassidy, Les Hommes du Président. Enfin, c'est quelqu'un, oui, qui a un pouvoir à ce moment-là, qui a véritablement le pouvoir. Il a une gueule de star. Suivront Gatsby le Magnifique, Out of Africa, Proposition indécente. Robert Redford devient le nouveau séducteur d'Hollywood. Supposons que je vous offre $1 million pour passer une nuit avec votre femme. Redford, pour lui, il a son physique. Il est extrêmement américain. Il est blond. Il a ce côté élevé au grain de l'américain moyen, sportif, sain, viril, honnête, etc. Alors là, ça colle parfaitement au rêve américain. S'il avait voulu être une star et faire une carrière à paillettes, il aurait pu. Mais les grosses productions hollywoodiennes, ce n'est pas ce qui intéresse Robert Redford, et cela dès le début de sa carrière. Les années 70, c'était formidable, parce que les studios produisaient à la fois des gros films, mais aussi de petits films plus humains, tout ça en même temps. Et puis les temps ont changé. Hollywood s'est concentré uniquement sur les grosses productions, et ils ont délaissé les autres films. Mais moi, ce sont ces films-là qui m'intéressaient. Il aurait pu être une simple bête de box-office, Robert Redford. Il a été d'ailleurs le roi du box-office des années 70. Mais c'est toujours avec des films qui ont quand même marqué leur temps. C'est une terrible déception pour Robert Redford. En 2011, son film La Conspiration sur l'assassinat de Lincoln fait un flop aux États-Unis. En France, il ne sortira même pas en salle, mais directement en DVD. Je crois qu'il souffre de ne pas avoir aujourd'hui, pour ses propres films, accès à la machine de promotion qui existe dans le cinéma américain, dont il a bénéficié en tant qu'acteur avec des films, je sais pas, le meilleur à l'époque, des films qu'il mettait vraiment en vedette. Là, il y avait toute une machine de promotion derrière. Aujourd'hui, il fait des films et il se retrouve à l'extérieur de cette belle machine hollywoodienne qui peut fabriquer des succès. Pour le réalisateur, c'est un peu la spirale de l'échec. Depuis L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 1992, le public ne semble plus au rendez-vous. La faute, selon lui, à une industrie du cinéma qui s'est pervertie. Les affaires sont difficiles en ce moment. Hollywood a toujours été une industrie centrée sur l'argent. Mais avec la récession, ça a empiré. La production a diminué. Et puis, avant, ceux qui étaient à la tête des studios, qui contrôlaient les budgets,
étaient des gens qui aimaient le cinéma, qui le comprenaient. Mais tous ces gens sont décédés ou sont partis. Et ils ont été remplacés par des businessmen ou des avocats, des gens obsédés par l'argent. T'as cru que je t'avais lâché, c'est ça? J'ai cru que t'avais peut-être réalisé le risque que tu prenais pour un gars que tu connaissais à peine. Pas sûr que Sous surveillance lui permette de renouer avec le public. Aux États-Unis, son succès reste très modeste. C'est des thèmes qui sont pas, comment dire, fédérateurs, moi je pense. Et en même temps, c'est pas un polar palpitant non plus. C'est un peu des deux. Donc, je doute que ça fasse un comeback tonitruant. Mais succès ou pas, à l'heure de faire le bilan de ses 50 ans de carrière, Robert Redford assume tous ses choix. Il faut que j'y aille. Je t'aime. Quand je regarde en arrière, je suis philosophe. Évidemment, j'ai commis des erreurs, ça peut arriver. Mais on en tire des leçons. Sinon, ça ne sert à rien, on les reproduit. Au final, je n'ai pas de regrets, j'ai juste fait quelques erreurs. Voici maintenant notre polémique de la semaine au sujet d'un film qui se tourne en ce moment même et qui sent déjà le soufre. L'affaire DSK, revisitée par Abel Ferrara avec Gérard Depardieu et Jacqueline Bisset. Le sujet est sensible et le film a bien failli ne jamais voir le jour. Plusieurs studios ont refusé de le financer. Isabelle Adjani, qui devait incarner Anne Sinclair, s'est retirée du projet, estimant qu'il allait trop loin. Alors pourquoi Abel Ferrara s'est-il attaqué à ce fait divers? Nous nous sommes rendus à New York où nous avons pu filmer les premières images de ce tournage. Elles sont exceptionnelles. Eddie Pizzardini. Va foutre le corps avec ton image, bordel. Ils sont chiants. Poussez-moi l'après. Donc ça va. J'en ai marre de... Gérard Depardieu déteste être dérangé. Surtout sur un plateau de tournage avec son bouillant réalisateur Abel Ferrara dans les rues de New York. Voici les premières images indiscrètes des coulisses du film sur l'affaire Strauss-Kahn, dont le scénario reste pour l'instant un mystère. Je pense que c'est quand même intriguant. Évidemment que c'est un projet sulfureux, un projet qui fait peur. C'est quand même un projet de cinéma incroyablement excitant. Mec, ça peut faire un super bon film, c'est tout. Car l'affaire Strauss-Kahn, vue de France, c'est le fait divers de l'année 2011. Un sujet délicat, mais un scénario vendeur. Et le milieu du cinéma reste sceptique sur son adaptation au grand écran. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un film people, un film fait pour faire le buzz, et moins dans une intention artistique très forte. Alors, vrai défi cinématographique ou énième exploitation commerciale du filon DSK, avant même sa sortie, décryptage d'un film qui dérange. 153 Franklin Street, une rue du quartier de Tribeca à New York. C'est là que les époux Strauss-Kahn-Sinclair s'étaient retranchés pendant l'affaire. Les équipes du film y tournent les premières séquences depuis quelques jours, en secret si possible. Les journalistes ne sont pas les bienvenus et les voisins ne comprennent pas toujours cet intérêt pour le film. Vous et votre équipe, vous êtes ici à cause de cette affaire. Vous faites de l'argent avec ça. C'est plus du spectacle qu'autre chose. Je ne pense pas que cette histoire intéresse beaucoup les Américains. C'est plutôt pour le marché français, mais je suis sûre qu'ils peuvent en faire un vrai film à scandale. Et ce scandale sexuel, c'est un Américain qui ose le porter à l'écran. Le réalisateur Abel Ferrara, 61 ans. Dans les années 80-90, ce natif de New York s'est fait une réputation, celle de savoir mettre en image la violence ou les dérives de l'espèce humaine. Pas étonnant donc que le personnage DSK l'ait inspiré. Ce gars n'arrive pas à se contrôler. C'est une addiction sexuelle. Moi, j'essaye de comprendre comment vous pouvez lutter contre ça. Tu vois, et comment vivre avec un tel virus. Depuis le début de sa carrière, Ferrara, il fait des films sur des anti-héros borderline, dont le comportement est vraiment une sorte d'outrage permanent aux bonnes mœurs. Que ce soit le Frank White de King of New York, ou le flic pourri et complètement cintré incarné par Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Les personnages de Ferrara, c'est vraiment des gens qu'on présenterait pas à ses parents, à sa famille, quoi. Mais le scénario de l'affaire Strauss-Kahn, même Ferrara ne l'aurait peut-être pas imaginé. Mai 2011, un homme politique français, patron du Fonds monétaire international, aspirant à la présidence de la République,
est accusé du viol d'une femme de chambre dans un hôtel de New York. C'est en soi un vrai scénario de polar. Tout va bien, tu as le pouvoir, et d'un coup tu te retrouves à Riker Island, la pire prison qui soit. Un destin devenu filon commercial et artistique qui sera décliné sous toutes les formes, y compris les plus saugrenues. Comme DXK, version porno de l'affaire Strauss-Kahn, la pièce de théâtre avec Éric Debrosse dans le rôle de cet homme politique. Est-ce que vous allez me regarder comme ça? Rien. DSK, omniprésent au rayon librairie, dont le très controversé livre de Marcella Yacoub inspiré de sa liaison avec Dominique Strauss-Kahn. Un procédé mercantile à dénoncer l'homme politique, qui n'en a pas fini de voir exploiter son passé. Retour à New York, où le tournage du film a bien vite déclenché l'emballement médiatique le 19 avril, le jour où cette journaliste du Huffington Post, qui passait sur la 14e rue, est tombée par hasard sur le tournage. Je me suis arrêtée, il y avait beaucoup de monde, l'équipe du film. Je leur ai demandé quel était ce tournage. Ils m'ont dit que c'était Gérard Depardieu qui jouait le Français qui a agressé la femme de chambre. J'ai fait le rapprochement avec Dominique Strauss-Kahn, j'ai pris une photo avec mon téléphone. Et c'est la première photo non officielle du tournage, celle de la sortie du commissariat de Harlem de Gérard Depardieu, alias Dominique Strauss-Kahn, menotté après son arrestation du 15 mai 2011. Je les ai postées sur Twitter et elles ont été reprises plus de 150 fois, ça m'a vraiment surprise. Et la diffusion de cette photo sur Internet va avoir un impact considérable et attiser la curiosité sur ce film déjà considéré comme sulfureux. Retour sur le tournage du film d'Abel Ferrara dans le quartier de Tribeca. Ce matin-là, le casting est au complet. Gérard Depardieu dans le rôle de DSK et dans le rôle d'Anne Sinclair, Jacqueline Bisset, l'actrice anglaise qui a connu son heure de gloire dans les années 70, notamment aux côtés de Belmondo dans Le Magnifique. Abel Ferrara a donc concrétisé son projet, mais dans la douleur, car il y a encore quelques mois, il était sur le point de tout abandonner faute d'argent. À chaque fois qu'un producteur ou un réalisateur a l'intention de se lancer dans un film politique qui va parler d'un homme politique nommément cité, en France, c'est quand même toujours très touchy, quoi. Donc ça me surprend pas trop qu'en France, ça soit pas évident de monter un film comme ça. Ainsi, Canal+ a refusé de le financer. En cause, le scénario nul et glauque et les scènes scabreuses. C'est d'ailleurs officiellement le contenu du film qui aurait aussi incité Isabelle Adjani à refuser le rôle d'Anne Sinclair, qu'elle avait pourtant accepté. Elle dénonce une intrusion destructrice dans la sphère privée des personnalités. Voilà bien ce qui pose problème. Du scénario encore mystérieux, au casting quelque peu controversé, plusieurs interrogations entourent le film. Et beaucoup redoutent le coût commercial au détriment de l'œuvre. En fait, c'est ça la question qui se pose. Pourquoi Ferrara fait ce film? Est-ce que c'est par pur provoque? Il s'empare d'un thème sulfureux, voilà, parce qu'il a envie aussi, soudainement, d'être un peu plus pipelisé. Voilà, ce cinéaste qui quand même est très underground, qui a aussi du mal à financer ses films depuis un bout de temps. Est-ce que là, finalement, il s'est dit, avec ça, voilà, je vais enfin attirer et de l'argent et attirer les regards et attirer... Bon, si c'est que pour ça, évidemment que c'est dommage. J'ai l'impression que Ferrara est en train de se pipoliser. Je trouve ça très étrange, voir tout d'un coup Depardieu débarquer pour jouer le rôle de DSK. Là, je suis un peu comme deux ronds de flanc. Je trouve ça complètement surréaliste, je trouve ça complètement bizarre. Car Gérard Depardieu aurait accepté de tourner gratuitement. À la télévision suisse, il déclare avoir accepté le rôle de DSK parce qu'il ne l'aime pas. Il est très français, très arrogant, donc il est jouable, dit-il. Depardieu, je voulais vraiment travailler avec lui, pour plein de raisons. Tu connais le gars? Tu l'as déjà rencontré? Si tu le rencontrais, tu l'aimerais 2 fois plus. En plus du sujet très délicat à traiter, il semble bien que l'association Ferrara-Depardieu soit aussi considérée comme une prise de risque majeure pour la fabrication du film. Ils ont en commun, l'un comme l'autre, d'avoir la réputation de gens parfois ingérables. Et quand vous le voyez, Ferrara, c'est vraiment le gars, c'est une pile électrique, on sent que c'est une cocotte minute qui est prête à exploser à la moindre contrariété, il est super nerveux, il fait les 100 pas, il marbonne tout seul, enfin, c'est vraiment un illuminé, quoi. En même temps, c'est un grand professionnel, et Depardieu, finalement, c'est un peu pareil. Le film de Ferrara a donc le mérite de se lancer. Une œuvre explosive et sous haute surveillance des avocats de Dominique Strauss-Kahn, qui n'hésiteront pas à attaquer si la fiction venait à déformer outrageusement la réalité. Place
Place à notre document maintenant. Charles Trenet, le fou chantant, aurait eu 100 ans dans quelques jours. Son influence sur la chanson française reste considérable. Pionnier du swing en France, surnommé le Gershwin français par Cole Porter, il abordait sur des mélodies légères des thèmes graves, assez inhabituels à l'époque, comme le meurtre, le suicide, l'homosexualité. Mais Charles Trenet s'est aussi retrouvé au centre de nombreux scandales d'argent ou de mœurs. Alors qui était l'homme et que reste-t-il de ce pionnier ? L'autre visage du fou chantant, c'est un document signé Sophie Pagès. On appelait le fou chantant parce que, évidemment, on a été surpris par le rythme de mes chansons et leur dynamisme. Et on n'a pas saisi exactement toutes les paroles. De Charles Trenet, on se souvient de son chapeau et de son index pointé en l'air. Pourtant, derrière le masque du fou chantant se cache un auteur, nettement plus subversif que son image, un peu figée, de chanteur sautillant. On se pend dans ses chansons, les maris assassinent les amants, mais c'est pas grave puisque tout le monde revient sous forme de fantôme. C'est pas une boucherie quand même, son œuvre, mais il y a beaucoup de morts quand même, et de choses graves. 100 ans après sa naissance, une exposition rend hommage à cet artiste dont le swing a révolutionné la chanson d'après-guerre et inspiré un autre charme. Au Japon, il est tellement populaire qu'il y a même un café chantant qui s'appelle Boom. Un poète au texte novateur qui, sous le vernis de la légèreté, dissimule une personnalité plus complexe. Charles Trenet avait ses zones d'ombre, bien sûr, parce que la solitude, c'était son luxe. Il ne parlait à personne pendant des mois. Puis un jour, il vous appelait, déjeunons ensemble. C'était le poète, c'était le vagabond. Ce fou qui chante et qui croque la vie en chanson, le dessinateur Cabu en est depuis des années un fan inconditionnel. Je lui ai envoyé mes bouquins aussi. Je sais pas ce qu'il en a fait. Quand dédicacé à Charles Trenet, qui a fait les plus belles chansons du monde. Voilà. À chaque fois, c'était ça. Retour sur la carrière d'un poète sans entrave, adepte des grands espaces, de la liberté, sorte de beatnik avant l'heure. Et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Galerie des bibliothèques à Paris. Ces soirs de vernissage, une exposition 100% Trenet qui pour la première fois retrace la carrière du chanteur. Invité d'honneur, Charles Aznavour découvre le visage de son idole, né voilà un siècle. Oui, c'est toutes les photos d'enfance de Charles quand il était adolescent, avec son frère. Là, c'est déjà lui, ouais. Tel qu'on le... Il avait quitté l'enfance, ouais. Il entrait dans l'adolescence. 11 ans séparent Charles Aznavour de Charles Trenet, à qui le jeune chanteur envoyait certains de ses textes pour recueillir l'avis de celui qu'il considère comme un maître. Il corrigeait mes fautes d'orthographe. Il m'a renvoyé avec petite correction que je gardais bien précieusement d'ailleurs, parce qu'être corrigé par son maître, c'est une chose très importante. Il est l'auteur de plus de 1000 chansons, dont certaines sont devenues des classiques, voire même des hymnes populaires. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Des années 30, à sa mort en 2001, Charles Trenet incarne, presque jusqu'à la caricature, l'image du bout en train, philosophe du bonheur. Un éternel grand enfant, comme lors de cette interview accordée en slip de bain dans son jardin en 1970. Je crois que je passerai de l'enfance au gâtisme sans avoir été adulte, jamais. Et je te donne ce poème. Non, c'est vrai. Je suis mûr physiquement, peut-être, mais moralement, non. Derrière le sourire en coin se cachent dans ses chansons des idées noires. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes rendus à Narbonne. Au bord de la voie ferrée, c'est là qu'est né en 1913 Charles Trenet. Ici que tout a commencé. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruels. Au piano, Vincent Lisita, biographe, auteur de Trenet méconnu, un spécialiste du chanteur. De mon ressort. Dans cette maison, il voit la vie avec une loupe, les trains qui passent, la famille avec ses petits travers, ses petits défauts. Il acquiert ici, en tout cas, une faculté d'observation hors du commun.
Un don d'observation sur un rythme de jazz, c'est cette formule qui fera le succès de Charles Trenet, celle aussi qui sera à l'origine d'un malentendu auprès du public, qui ne retiendra bien souvent que le tempo des textes sans leur dimension tragique. Le grand public ne retient de lui que son côté joyeux, le fou chantant qui fait ça, alors qu'il y a un Trenet très nostalgique et très mélancolique. Dans Je chante, par exemple, le vagabond ne trouve pas à manger, il est emprisonné. Comment va-t-il se libérer? En se pendant, en se suicidant. Voilà, sur un rythme swing, l'orchestre est déchaîné. Ça lui pose aucun problème et les gens ne l'entendent pas. Dans un décor resté intact, se découvre un Charles Trenet plus intime et très soucieux de sa forme physique, comme en témoigne le sauna juste à côté de sa chambre à coucher. Un corps libéré, l'envie de vagabonder. Pour Vincent Lisita, Charles Trenet est un précurseur. Lui se définissait peut-être comme un beatnik avant l'heure, c'est-à-dire dans ses premières œuvres, c'était allez, venez, suivez-moi, on part sur les chemins, on part à l'aventure. On est tous vagabonds, on va découvrir la nature, on abandonne la ville et son tumulte, on dort dans les bois, on suit les ruisseaux, dans la nature. Ça, c'était un message qui finalement passait très bien à l'époque des congés payés. Ce beatnik, avant l'heure, cultivait également un talent caché pour la peinture, dont quelques tableaux, des paysages, témoignent encore. Entre le peintre-chanteur et le dessinateur Cabu, l'entente fut immédiate. Bon, Trenet, c'est d'abord les yeux, les yeux écarquillés. Mais il est très difficile parce qu'il a encore un visage un peu poupin, son dentier. Non, je suis caricaturiste, je ne suis pas portraitiste. En 30 ans, Cabu rencontrera une vingtaine de fois son idole, toujours à l'issue des concerts. La première fois que je l'ai rencontré donc, dans les coulisses du Théâtre de la Ville en 71, on a parlé dessin tout de suite. C'est lui qui m'en a parlé, évidemment. Moi, j'étais intimidé. C'est une suite de petits croquis, comme une chanson que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Quand descend le soir ». Quand descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Vous voyez, c'est une suite de petits tableaux comme ça. Là, on retrouve le dessinateur et le peintre. Nous sommes à une répétition de Trenet, La vie qui va, à l'affiche de l'Olympia le 24 mai prochain. Un spectacle écrit par Jacques Pessy, un spécialiste mais aussi un proche du chanteur. Cette biographie musicale revient sur certains aspects méconnus de Charles Trenet, à commencer par ses fréquentations. Charles Trenet a connu le siècle entier. Il a eu pour maître Max Jacob, Jean Cocteau. Aux États-Unis, il a connu Charlie Chaplin, avec qui il était ami, Duke Ellington, et il parlait de tout ça avec une foule d'anecdotes fabuleuses. Et c'est vraiment la traversée du siècle, on peut imaginer, avec Trenet. Si la vie de Charles Trenet reste largement méconnue, c'est aussi que le chanteur entretenait une part de mystère sur son homosexualité ou encore sur la période de l'occupation. Tout le monde en a été pris, c'est la romance de Paris. Trenet, ni collabo, ni résistant. Pendant la guerre, il a continué à être le fou chantant, il a continué à apporter du rêve, de la distraction aux gens et ne s'est engagé pour aucune cause. Et ça, c'est une chose qui est assez récurrente aussi, qu'on va lui reprocher assez régulièrement jusqu'à la fin de sa carrière. Ces zones d'ombre, il n'a jamais voulu en parler. C'est pour ça que de fausses rumeurs ont couru sur lui, sur sa vie sexuelle, sur la guerre. On a raconté des tas de choses. Et à chaque fois, un jour, je lui dis, mais Charles, on connaît la vérité, démentez. Il me disait, à quoi bon? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, pas le passé. Il aura traversé le siècle en toute légèreté, avec le sourire comme rempart à ses moments de tristesse. Libre jusqu'au bout, Charles Trenet ou l'éternel Zazou. C'est l'heure du coup de cœur de grand public. Il a commencé à peindre clandestinement dans les rues de New York, mais aujourd'hui, Keith Haring est exposé dans les plus grands musées du monde, comme en ce moment à Paris. Mort du sida à seulement 31 ans, il était considéré comme un génie de l'art contemporain. Ces fameux pictogrammes ont été reproduits partout, sur des t-shirts ou des posters. Une démarche commerciale qui a pu lui être reprochée. Alors, habile businessman ou artiste engagé, Keith Haring, le destin foudroyé d'un génie, c'est un reportage de Sophie Pagès.
J'aime l'idée de créer des œuvres qui me survivent et qui sont exposées à des endroits où des tas de gens pourront les voir longtemps. Il est l'un des princes du street art, Keith Haring, un style reconnaissable entre tous. 23 ans après sa disparition, le musée d'art moderne de Paris rend jusqu'au mois d'août hommage à cet artiste bien plus politique qu'il n'y paraît. On a tous vu un petit bébé radieux, irradiant, on a tous vu un chien en train d'aboyer, mais on n'a pas forcément vu les œuvres originelles, d'où sont sorties ces figures. Derrière le dessinateur virtuose se cache en effet un artiste engagé contre l'homophobie, le racisme, mais aussi un soutien aux enfants en difficulté. Il aimait beaucoup les gens, les enfants. C'était quelqu'un de très optimiste. Preuve de son engagement sans frontières, la peinture monumentale réalisée à Paris, à l'hôpital Necker. Nous avons assisté à la vente aux enchères destinée à restaurer ce chef-d'œuvre en péril. J'adjuge à 4800, adjugé. Une icône des années 80 dont le souffle aura inspiré bien d'autres artistes, y compris dans le 7e art. Keith Haring, il représente pour moi une forme de liberté dans la peinture, sur les murs, ne plus faire des tableaux dans des galeries, mais d'un coup les imposer dans la rue comme ça, à la vue de tout le monde. Mort à l'âge de 31 ans, une décennie lui aura suffi pour imposer son talent. Retour en images sur la carrière de ce météore de l'art. Paris, musée d'art moderne. C'est l'une des plus grandes rétrospectives jamais consacrées à cette icône du pop art. Près de 200 œuvres de Keith Haring retracent les 12 ans de création d'un artiste très prolifique. Loin des figurines colorées qui ont fait sa réputation, c'est en noir et blanc que débute le succès de l'américain, comme nous le rappelle Fabrice Ergotte, directeur du musée. Alors là, nous avons un des dessins du métro, fait dans le métro new-yorkais dans les années 82-84, et qui sont les œuvres par lesquelles Keith Haring s'est fait connaître au grand public. C'était en fait fait sur des panneaux publicitaires recouverts de papier noir, et lui a eu l'idée de faire ces dessins qui sont des dessins extrêmement marquants, faits très vite et faits aussi pour être revus très vite. Il faisait en quelques secondes un dessin et il se remettait dans le métro suivant en quelque sorte. Donc il fallait que ça puisse se faire très rapidement parce qu'il courait le danger de se faire arrêter. Lunettes rondes, les yeux écarquillés, Keith Haring est à l'image de ses personnages, un tourbillon de vie facétieux et subversif. L'éclat des couleurs et le trait, presque enfantin, ne doivent pas faire oublier les messages politiques que l'artiste souhaitait transmettre et que l'exposition met à l'honneur. C'est un artiste qui avait une sorte de graphomanie, il dessinait tout le temps. Et il a, comme s'il avait en fait presque une prescience du fait qu'il aurait une vie courte, il était sans arrêt en train de travailler et tout son art est en fait d'essayer d'avoir le dessin le plus habile, le plus précis, le plus souple possible. Et il a tout de suite pris ce que son époque pour lui avait de meilleur, c'est-à-dire la musique, le rap. Il a été un des premiers promoteurs du rap, il a été un des premiers promoteurs à cette époque-là de Madonna. Et il s'est aussi engagé dans tous les combats de l'époque, tous les combats politiques de l'époque, comme l'apartheid, comme le racisme aux États-Unis. Et il était sur tous les fronts et sur tous les fronts de la société. Il voulait être pleinement dans son temps. Pour cet adepte du street art, tous les supports sont bons pour dessiner, y compris sur le blouson d'Yves Mourouzi, comme pour cette performance en 1985. J'ai l'impression vraiment, entre ses mains, de n'être qu'une rame de métro. C'est à New York que cet étudiant en école d'art forge son langage graphique et fréquente au début des années 80 Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. C'est à cette époque aussi que François Boiron, chef de file de la figuration libre, fait sa connaissance et devient son ami. Il avait un sacré look, en plus c'était le début des années 80. Il se trimballait avec les music box, il aimait bien le rap. Je nous vois débarquer dans le hall du Georges V et enfin ils étaient un peu surpris de nous voir, donc on n'a pas eu de chambre au Georges V. Et quelques années plus tard, il avait sa chambre au Ritz régulièrement. On se poilait bien, on rigolait bien. Sur des bâches immenses ou sur des murs entiers, rien n'arrête ce virtuose du dessin. À Paris, l'espace culturel 104 prolonge la rétrospective du musée d'art moderne, avec 20 œuvres, grand format, des sculptures au tableau de plus de 7 mètres de haut. Ici se dévoile un Keith Haring monumental, mais aussi adepte de l'art accessible à tous, comme avec ce pop shop, initialement créé en 88 à Tokyo et remonté pour l'occasion.
On a l'impression d'être dans une œuvre 3D, on rentre en fait dans une œuvre de Kesharing. C'est ce qu'il souhaitait. Il a été d'ailleurs jusqu'à peindre non seulement évidemment l'ensemble intérieur, mais vous avez l'extérieur aussi sur le toit qui est complètement peint et qui va être visible aussi en partie par le public. On y retrouvait des objets à vendre, en fait, réalisés par Kesharing, des œuvres de Kesharing. Son but, c'est qu'il voulait absolument par tous les moyens accéder au grand public. Et il savait que l'un des moyens, c'était au fond de dupliquer, de commercialiser le plus vite possible au grand public. Il a été suspecté au fond en étant populaire, d'être populiste et donc de s'intéresser moins à une définition artistique qu'à l'intérêt pour le grand public. Ça l'a un peu gêné au début, tout ça s'est très vite corrigé. Superstar de son vivant, c'est pourtant gratuitement que Kesharing met son art au service des causes qui lui tiennent à cœur. Pourquoi vous ne demandez pas d'argent ? Parce que lorsque je peins dans un hôpital ou une école, c'est un cadeau. Pour rendre l'endroit plus agréable et rendre les gens heureux. À Paris, dans l'enceinte de l'hôpital Necker, subsiste, monumentale, une trace de son passage. Dans ce lieu dédié aux enfants malades, il réalise en 87 une gigantesque peinture murale que Florence Maédon-Bis entend bien préserver. L'œuvre a vraiment subi l'usure du temps, les intempéries. Donc là, on constate que le béton sur lequel est apposée la peinture est abîmé. On voit des armatures en fait en fer à vif en fait sur l'œuvre. Les silhouettes noires sont extrêmement abîmées, la peinture est complètement repliée, donc il va falloir la refaire et puis également redonner un peu plus de couleur et dynamisme aux aplats de couleurs. Sous le marteau du commissaire-priseur se joue en partie la sauvegarde de cette œuvre. 32 lots au programme de cette vente aux enchères caritatives destinée à la restauration de la peinture de Necker. Au total, plus de 360 000 € récoltés. Pour Guillaume Cerruti, c'est bien le signe que l'esprit de générosité de Kesharing perdure encore. Kesharing est un artiste qui est très bien coté, dont les œuvres sont très recherchées par les collectionneurs, parce qu'il a créé vraiment un style à lui, et également parce que son personnage, son parcours météoritique est entouré d'une aura extraordinaire. Au cœur des combats de l'artiste, il y a aussi la lutte contre le sida, un fléau dont il apprend à être atteint en 88 et qu'il emportera 2 ans plus tard. Pour lutter contre cette maladie, il crée une fondation que Julia Gruen dirige aujourd'hui. Pendant 6 ans, elle fut son assistante, sa confidente, et se souvient d'un homme jusqu'au bout dévoué à son art. Il n'avait que 31 ans quand il est mort, mais il avait une incroyable discipline pour son travail. L'impression que certains ont qu'il n'était qu'un fêtard est fausse. Il avait aussi une incroyable éthique pour tout ce qui touchait à son art. Donc, l'opportunité qui fut la mienne pendant 6 ans de travailler avec lui et pour lui, ne serait-ce que l'observer travailler, reste une expérience inoubliable. Du métro new-yorkais au plus grand musée du monde, Kesharing, ou l'itinéraire d'un surdoué du dessin dont l'engagement citoyen se dévoile à Paris jusqu'au 18 août. Rendez-vous maintenant avec l'écrivain français vivant le plus connu au monde, peut-être le plus atypique aussi, Michel Houellebecq. Prix Goncourt pour La Carte et le Territoire il y a 3 ans. Il vient de publier un recueil de poèmes à la tonalité assez sombre. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours dans le bureau de son éditeur où il s'est confié sur sa vie, son œuvre et la religion. C'est notre entretien cette semaine. Bonjour Michel Houellebecq. Alors pour mieux entrer dans l'univers houellebecquien, je vous propose de répondre pour commencer à un petit questionnaire. C'est le petit questionnaire de grand public. La musique qui vous rappelle votre enfance, Michel Houellebecq? J'écoutais pas de musique pendant l'enfance, j'ai commencé à l'adolescence en fait. Comment ça se fait que vous n'écoutiez pas de musique enfant? Il n'y avait pas de musique chez vous? Ou vous vous intéressiez pas du tout à ça en fait? Non, je me suis intéressé à ça que vers 13 ans quoi. D'accord. Et là, c'était quoi alors vos premières expériences musicales? Pink Floyd et Iggy Pop. Bah, pourquoi je vous excusez presque de donner ces réponses-là? Oui, parce que c'est considéré classiquement comme vachement opposé. Il y en a un qui est supposé être très rock et l'autre anti-rock. Mais j'aimais bien les deux. Mais vous êtes très rock? Ouais, mais j'ai toujours détesté les Stones. Ah oui? Vraiment.
foncièrement, j'aime pas ce qu'ils font, quoi. Iggy Pop, c'est autre chose, c'était mieux. J'ai bien aimé Black Sabbath aussi, un peu plus tard. D'accord. Ce serait écoute bien Black Sabbath, en fait. La personne qui vous fait le plus rire? De Funès, quand même. De Funès, malgré tout. J'aime beaucoup Les Inconnus, j'aime beaucoup Laurent Gérard, mais quand même, c'est De Funès qui reste au sommet, pour moi, de la hiérarchie du comique. Louis de Funès, à son époque, il était quand même pas mal décrié, en fait, comme s'il était trop populaire. Et aujourd'hui, c'est comme si on le réhabilitait quelque part. Oh, c'est arrivé à d'autres, hein. Ouais. C'est arrivé à Clint Eastwood avant lui, enfin... Ouais, mais enfin, il n'est pas mort, Clint Eastwood. Non, il n'est pas mort, c'est vrai, c'est une petite différence, mais... Votre film préféré avec lui, ça serait lequel, alors? Non, ça, voilà, le genre de question impossible. Alors j'arrête, ok. Votre premier ou votre dernier choc artistique? Le premier, je pense que c'est Les Contes d'Andersen. Que vous avez découvert enfant, j'imagine? Oui, très tôt, 7-8 ans. Et ça, effectivement, ça reste la petite sirène, ça me mettait dans des états de transe. Ouais. Ce conte-là particulièrement? Non, pas seulement. La petite marchande d'allumettes est bouleversant aussi. Oui. C'est extraordinaire, Andersen. Non, c'est du grand art, en fait. Enfin, je peux le relire sans... Encore aujourd'hui, vous voulez dire? Je trouve toujours ça aussi bien. C'est un auteur qui peut marcher à tous les âges, oui. Il n'y en a pas tellement. Moi, je pense pas que je sois dans ce cas-là. Non. Du tout. Mais il y a quelques auteurs... Même, je sais pas s'il y en a d'autres. D'accord. En réalité, quand j'y pense. D'accord. Qui peuvent plaire aussi bien à 7 ans qu'à 87 ans. La personne que vous aimeriez ressusciter? Comme ça, je dirais le Christ. C'est vrai. Oui. Pourquoi, vous qui n'êtes pas croyant, voudriez-vous ressusciter le Christ? Je ne suis pas croyant, mais c'est impressionnant, les évangiles. Donc, ouais, j'aimerais que l'histoire continue. Et surtout pour voir ce qu'il ferait, comment il se comporterait à l'heure actuelle. Ça m'intéresse. Permettez-moi d'être très étonnée, encore une fois, que vous citiez le Christ, parce que je sais que vous n'êtes pas quelqu'un de très religieux, vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie particulièrement la religion. Est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être avec le temps, finalement? Non. Non. Je suis toujours dans le même état, c'est-à-dire... je trouve ça bien d'avoir une religion. Moi, j'en ai pas. Je trouve ça triste de ne pas en avoir. Est-ce que c'est... l'origine, ou en tout cas, est-ce que c'est de là que vient votre inspiration pour votre dernier ouvrage, Configuration du dernier rivage? On ne sait jamais trop d'où vient l'inspiration. Je veux dire, il y a des références. Je sais pas, on m'a dit que ça faisait penser à Mallarmé. C'est tout à fait possible, même probable. Oui. Si les gens, effectivement, j'ai lu Mallarmé, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Peut-être que c'est revenu malgré moi. Mais si les gens le disent, ils ont raison. Je veux dire. Si je vous demande, par exemple, le poème, le vers, la strophe, qui vous tient particulièrement à cœur dans cet ouvrage? Non, mais il y a plusieurs que j'aime bien quand même. C'est difficile, ça. Mais il y en a quand même un que vous citez souvent, ou en tout cas que vous lisez souvent. C'est le premier. Oui, mais c'est parce que c'est naturel de lire le premier. Je veux dire, le premier est bon en plus, je l'aime bien. Je peux vous demander de nous le dire? Oui. Par la mort du plus pur, toute joie est invalidée. La poitrine est comme évidée, et l'œil en tout connaît l'obscur. Il faut quelques secondes pour effacer un monde. Bon, oui, bien. Où trouvez-vous de la poésie aujourd'hui dans ce monde dans lequel vous trouvez de moins en moins votre place finalement? Mais je sais pas quand, par exemple, j'ai eu une d'un quotidien pour ce recueil de poèmes, ça, en soi, c'est un acte poétique. Parce que ça suspendait le cours de l'actualité. En fait, tout ce qui suspend le temps est poétique. Et le monde est ce qu'il est, mais il y a des choses qui existent, par exemple, toutes les nuits. Tous les êtres humains, depuis avant même le début de l'humanité, rêvent. Et ça n'a absolument pas changé, en fait. Le rêve, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc le rêve, une reconstruction poétique de la réalité qui se produit dans le cerveau de tous les êtres humains, toutes les nuits, depuis des dizaines de milliers d'années. Mais il fallait forcément les mémoires d'une bite dans ce recueil-là? Je sais pas. La carte et le territoire, finalement les gens regrettaient qu'il n'y ait pas assez de sexe.
D'accord, c'est ce qu'on vous a dit. Bah oui, non plus. Non, mais je ne sais pas, enfin, ça serait du Houellebecq. Enfin, je peux faire du Houellebecq sans sexe, je peux en faire avec un peu, beaucoup. Enfin, il y a plusieurs possibilités, quoi. Mais c'est pas... Il y a plusieurs Houellebecq aussi, alors? Non, mais je suis quand même limité par ma personnalité. Il y a des trucs que je ne sais pas faire. Souvent, presque toujours, les sorties de vos livres sont accompagnées de polémiques diverses et variées. Or, pour celui-là en tout cas, rien, pas de polémique. Que se passe-t-il? C'est plus agréable de ne pas avoir de polémique. Oui. C'est globalement déplaisant, fatigant. Disons que ça se cristallise sur des choses intellectuellement faibles, alors qu'on a l'impression d'avoir fait un truc plus compliqué que ça, en fait. Donc on est toujours un peu rabaissé par une polémique, en fait, quand même. On se sent toujours un peu rabaissé. On vous accuse d'être misogyne, raciste, islamophobe par rapport à des déclarations que vous avez pu faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui avoir dites? Non. Non. Vous avez dit que l'islam était la religion la plus conne du monde. Pourquoi vous n'êtes pas défendu? Vous avez un peu laissé les autres le faire à votre place? Si, je me suis défendu. Je suis allé au procès. Que j'ai gagné, du reste. Mais je me suis défendu un peu parce que... liberté d'expression, tout ça. En fait, je m'en foutais un peu, quoi, en réalité. Enfin, j'étais un héros médiocre de la liberté d'expression. Un héros médiocre de la liberté d'expression? Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce que je suis pas non plus obsédé par la liberté d'expression. Enfin, moi, Bon, là, c'était un peu exagéré, quoi, de pas pouvoir dire du mal d'une religion dans notre pays. C'était un peu gros. Donc, je me suis défendu vraiment parce qu'il fallait, quoi. Vous ne retirez rien aujourd'hui? Bah non, pourquoi je retirerais? Michel Houellebecq, vous êtes revenu en France au moment presque où Gérard Depardieu quittait la France pour la Russie. Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'Irlande, l'Espagne? C'est pas des raisons financières, a priori? La plupart des êtres humains ne raisonnent pas uniquement en fonction de leur taux d'imposition, quoi. Vous, l'argent, ça n'a jamais été un moteur, a priori? Si, je suis parti en Irlande pour apprendre l'anglais, mais aussi pour payer moins d'impôts. Donc ça faisait partie des paramètres, mais là, les paramètres de ma vie en général ont changé, donc je suis revenu en France, malgré un taux d'imposition excessif. Enfin, pas plus pour Depardieu que pour moi, à vrai dire. Mais vous avez décidé de rester quand même? Oui, mais je pense d'abord qu'il paye sûrement plus d'impôts que moi. Parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent, enfin, c'est quand même pas totalement comparable, quoi. Merci beaucoup, Michel Houellebecq, pour cet entretien. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site france2.fr ou sur les réseaux sociaux. On se quitte comme chaque semaine avec un extrait culte. Ce soir, nous vous avons gardé Une place au soleil, sorti en 1951. Le film a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour George Stevens. Et le couple qu'il met en scène reste inoubliable. Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Nous avons choisi l'instant où ils se déclarent leur amour, enfin, à la folie. Rendez-vous jeudi prochain dès 23h15. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous aime. Je vous ai aimé depuis le moment où je vous ai vu. Je crois même que je vous ai aimé bien avant de vous connaître. Vous vous demandiez pourquoi je vous avais invité ce soir. Je vais vous le dire. Vous veniez en garde. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.